on a cette appréhension envers ceux qui ne payent pas d'impôts. Quand on voit dans les médias, euh, Mhm, tel millionnaire n'a pas payé d'impôts, on est frustré, mhm. on est énervé, on dit mais pourquoi moi je paye de l'impôt, lui ne paye pas de l'impôt. Euh, il faut savoir qu'il y a des moyens légaux de ne pas payer de l'impôt. Et ce qui arrive, c'est que les gens ne vont pas chercher l'information. Donc ça, c'est le premier problème. Le manque d'information. Les gens ne vont pas chercher l'information. Ensuite, les gens rechignent à payer pour s'offrir des services de fiscalistes parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Et pourtant, ceux qui sont très riches voient l'intérêt d'aller chez un fiscaliste. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon confrère Aziz Dabonné. Mon confrère parce que bon, on est tous les deux burkinabés. Et dans le fond, Aziz est comptable CPA, il vit à Montréal. Il a aussi sa propre compagnie qui offre des services financiers qui s'appelle Doledo. Je prononce bien, Doledo. Exact. Oui, Dans les dents. Doledo. Et dans le fond, c'est, comme j'ai dit, c'est une compagnie qui offre des services financiers. Donc, par exemple, des placements de produits ou tout ce qui a trait à l'assurance vie, l'assurance maladie. Et ils offrent aussi des services de fiscalité. De toute façon, on va en parler plus tard dans la vidéo. Mais voilà, donc c'est ce que Aziz fait. Et du coup, aujourd'hui, ben, le sujet de la vidéo, c'est l'optimisation fiscale. Alors, Exact. pourquoi on décide d'en parler? C'est simple. Vous ne pouvez pas vouloir avoir une bonne gestion de votre argent et de vos finances sans passer par une bonne planification fiscale. En fait, impossible de vouloir planifier vos finances, en fait, sans penser à vos taxes. Et je sais que les taxes, c'est pas un sujet passionnant. On a pas de dire la vérité, c'est un sujet casse-tête. Tout ce qui est en rapport avec les taxes, en fait, c'est vraiment beaucoup de soucis. Donc, on préfère, genre, laisser ça sur le côté. On veut pas trop y penser. Pourtant, si vous voulez bien gérer votre argent, vous êtes obligé de prendre votre situation fiscale en compte, en fait. Et du coup, aujourd'hui, c'est ça l'idée. On va parler de comment optimiser sa fiscalité, donc comment payer moins de taxes. On parle pas de fraude, hein. On parle de genre comment prendre avantage des outils qui nous sont Exact. disponibles, Payer moins de taxes. payer moins de taxes ou maximiser les retours d'impôts. Et Voilà. la dernière fois, Aziz et moi, on en parlait même, l'optimisation fiscale, en fait, c'est tellement vaste et c'est du cas par cas, en fait. Ce qui marcherait pour moi ne marcherait pas pour lui, mais il y a des stratégies, je pense, générales que tout le monde peut utiliser pour, quelque part, voilà, optimiser sa fiscalité. Du coup, c'est ça? Exact. Exact. OK. En gros, tu aurais pu parler de l'optimisation fiscale, hein? Mais en même temps, tu sais, je suis en finance et la finance personnelle, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, bon, je suis pas non plus perdue là, mais c'est toi Mhm. l'expert. Donc, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Parfait. Donc, je te cède la parole, je te laisse te présenter qui tu es, enfin, comment tu t'es retrouvé dans la comptabilité. Voilà. Parfait. Moi, à l'état civil, c'est Ismaël Aziz Daboni. Comme Faisal l'a dit, je suis expert comptable CPA, employé dans une compagnie dans le domaine automobile. Mhm. Et aussi, j'ai créé mon cabinet euh, dans les dons, services. Et j'offre des services de fiscalité, euh, des produits d'assurance vie, maladie, placement, Mhm. d'assurance voyage et tout ce qui touche à la comptabilité pour les individualités. Je fais aussi de l'éducation financière. C'est très important parce que je suis quelqu'un qui s'implique dans le social et c'est pour moi aussi de continuer à m'impliquer au sein de la communauté. OK. All right. So, merci d'avoir parlé de ton background. Je sais Mhm. que tu es CPA Oui, et je t'avais demandé d'expliquer un peu la procédure pour obtenir son titre comptable. Vraiment brièvement, hein, puisque c'est pas ça vraiment le focus de l'interview aujourd'hui, mais brièvement, comment on devient CPA en fait? ok. Pour devenir CPA, je dirais que tout d'abord, il y a un préalable. Il faut avoir un bac ou disons, l'équivalent d'un baccalauréat. Ceux Mhm. qui étudient ici sont obligés de faire un bac. Ensuite, après le bac, il faut s'inscrire auprès de l'ordre des CPA.
Fait que, excuse-moi, on ne peut pas faire de maîtrise, il faut forcément le bac. Bon, si je parle de ceux qui vont suivre le processus en étant ici pour étudier ici, pour commencer le bac, OK? Mais il y a certaines personnes qui déjà, ils arrivent, ils ont déjà un bac ou un master, ceux qui arrivent de l'étranger. C'est ça. Ce qu'ils ont à faire, c'est que, bon, avec l'ordre, ils vont voir l'ordre ou ils vont voir une université et on va leur suggérer des cours qu'ils doivent suivre pour se mettre à jour. Ensuite, si leur cours est validé par l'université, par l'ordre des CPA, ils s'inscrivent en tant que candidats et certains vont choisir le 2SS, qui est un programme universitaire de second cycle. Hein. C'est souvent de 9 mois à temps plein et puis bon, il va jusqu'à 24 mois à temps partiel. Mhm. Voilà. Mais certains aussi préfèrent utiliser le programme national euh, qui est dispensé par l'ordre, je crois. Lui, c'est de 12 mois à temps plein, 24 mois à temps partiel. Donc, après ce programme-là, à la fin, il y a un examen final commun qu'on appelle l'EFC. Et quand tu valides l'EFC, ben, tu as ton titre comptable. Ouais. Ah, c'est juste un Pendant tout examen ce que vous temps, payez. pendant le temps que tu fais ton 2SS ou tu fais le programme national qui est offert par l'ordre des CPA, tu dois avoir fait 24 mois de stage, c'est-à-dire 2 ans de stage. Et quand on dit stage, un emploi, tu pourrais décrocher un emploi et puis ça va compter comme un stage. Exact. Ben, au fait, c'est un emploi. Le stage, c'est un emploi. Tu peux faire ton stage au sein d'un cabinet comptable, tu peux faire ton stage au sein d'une compagnie, tu peux faire ton stage au sein de l'Agence des revenus du Canada. Mhm. Parfait. Ok, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, On va parler enfin de optimisation fiscale. tout d'abord, il faut que j'explique c'est quoi l'optimisation fiscale. D'accord. L'optimisation fiscale, ce sont les moyens qu'une personne prend pour diminuer son fardeau fiscal. Ici, on est au Québec et on paye autour de 40% d'impôts. Pourquoi je dis 40% d'impôts sur le revenu? Parce que un citoyen, il est imposé autour de 33%, 25, entre 25 et 33% sur son revenu fédéral, provincial. OK? Ensuite, il y a les taxes qu'on paye, qui est la TPS et la TVQ. Donc, dans toutes nos dépenses quotidiennes, on paye la TPS et la TVQ. OK? Et je dis souvent aux gens, même quand vous dormez, vous payez l'impôt. Et il y a une personne qui me dit, mais je ne paye pas l'impôt. Je dis, mais quand tu dors, tu consommes hydro et ta facture d'hydro tourne. Donc, tu payes de l'impôt. Et elle était surprise. Pourquoi? Parce que, effectivement, l'impôt, on paye l'impôt quand on dort. Mhm. Et ton objectif, c'est payer moins d'impôts. Parce que ça représente quand même 40% de ton revenu. Et si tu arrives à aller chercher 10-15% qui reste dans ta poche, c'est un montant substantiel. Ensuite, pour un célibataire, bon, je vais commencer d'abord les erreurs que font les gens en matière de fiscalité. Euh, on a cette appréhension envers ceux qui ne payent pas d'impôts. Quand on voit dans les médias, euh, Mhm. tel millionnaire n'a pas payé d'impôts, on est frustré, Mhm. on est énervé, on dit, mais pourquoi moi je paye de l'impôt, lui ne paye pas de l'impôt. Euh, il faut savoir qu'il y a des moyens légaux de ne pas payer de l'impôt. Et ce qui arrive, c'est que les gens ne vont pas chercher l'information. Donc ça, c'est le premier problème. Le manque d'information. Les gens ne vont pas chercher l'information. Ensuite, les gens rechignent à payer pour s'offrir des services de fiscalistes parce qu'ils ne voient pas l'intérêt. Et pourtant, ceux qui sont très riches voient l'intérêt d'aller chez un fiscaliste. Ce qu'ils payent chez le fiscaliste, c'est un montant. Le montant qu'ils économisent en impôts est plus grand que ce qu'ils payent. Donc, c'est ce qui fait qu'ils ne payent pas d'impôts. Et puis, bon, on est tous frustrés pourtant. Nous tous, on aimerait garder notre argent dans notre poche. Donc, ceux qui peuvent s'offrir les services d'un fiscaliste, allez-y, vous n'allez pas regretter, vous allez s'offrir un impôt. Mais je dirais aussi, ça dépend de... Est-ce que ça dépend pas aussi du revenu que tu gagnes et puis de quel type de revenu que tu gagnes? Parce que si, genre... Oui, vas-y. Exact. OK? Euh, Quand je dis les services d'un fiscaliste, bon, ceux qui n'ont pas de gros revenus, ils ne paient pas beaucoup d'impôts. Au contraire, ils ont des retours d'impôts.
Mais attention, quand on dit retour d'impôt, il faut comprendre. C'est l'impôt que tu as payé, qu'on te retourne une partie. Ce n'est pas tout qu'on te retourne. Ok. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à faire cette différence-là. Souvent, les gens, ils disent, ah, j'ai eu un retour d'impôt, j'ai eu 2000, mais regarde ce on t'a pris en impôt. Donc, c'est seulement une partie qu'on t'envoie. Donc, en fonction de votre revenu, plus votre revenu est élevé, mieux c'est de voir un fiscaliste qui va s'asseoir avec vous pour faire votre déclaration d'impôt et faire de l'optimisation fiscale. Okay? Et je vais parler du cas d'un célibataire et aussi donner des conseils en général. L'optimisation fiscale, on n'attend pas à la fin de l'année, la période de Pour l'impôt, faire. pour courir, pour oui, je cherche un comptable. Non, non. Je le dis tout le temps, c'est quelque chose qui se planifie. OK? Donc, dès le 1er janvier déjà, il faut que tu te fasses un plan pour l'année en cours. Parce que tu payes l'impôt durant toute l'année et tu peux mettre un plan au cours de l'année pour essayer de payer moins d'impôts. OK? Donc, on va prendre pour un célibataire. Un célibataire, la première des choses, c'est les cotisations dans son REER. Ça, c'est important. OK? Parce que le REER, il a un effet immédiat sur ta déclaration d'impôt. C'est déductible. OK? Donc, il y a aussi, quand on dit déductible d'impôt et crédit d'impôt, il faut faire la différence. Déductible, c'est que ça réduit ton revenu. Crédit d'impôt, c'est que ça diminue l'impôt que tu as payé. Voilà. Donc, je vais faire cette distinction parce que je vais utiliser ce terme déductible d'impôt, crédit d'impôt euh, dans ce que je vais dire. Donc, revenons au célibataire. La première des choses, c'est le REER. Il est déductible d'impôt. OK? Et ça, je suggère à tout le monde d'avoir un plan dès le début de l'année. En fonction de vos revenus, vous faites un plan de savoir combien vous allez cotiser dans votre REER. Pourquoi? Parce que c'est très important. Le REER participe à la planification de la retraite. Okay? Je n'ai pas parlé de ça au début. J'offre des services financiers et dans les services financiers que j'offre des REER, des REE, des CELI. REE, est-ce que tu peux définir c'est quoi pour ceux qui ne sont pas familiers? OK. REER, c'est un régime d'épargne enregistré, OK, de la retraite. Ça, c'est le REER. REE, régime études enregistrées. OK, ça, c'est pour les enfants. Okay, ceux qui ont des enfants, hein, ils peuvent cotiser dans les REE. C'est un régime qui est subventionné par le gouvernement. Voilà. Et je suggère à tous les parents d'investir dans les REE pour leurs enfants parce que actuellement, euh, les frais scolaires sont, disons, un peu élevés et il y a les prêts et bourses. Donc, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas si d'ici 15-20 ans, les prêts et bourses vont toujours exister. Donc, dès maintenant, commencez déjà à investir pour vos REE. C'est très important. Okay? Dans le REE de vos enfants. Donc, je reviens au cas du célibataire. Cotisation réelle, ça, c'est la première des choses. Ensuite, voici quelque chose que les gens ils sous-estiment. Les frais de déménagement. Oui. C'est déductible d'impôt. Impôt, oui, 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 oui. Ça, OK? c'est vrai. Mhm. Oui, mais Voilà. ça, c'est à l'intérieur du pays, hein. Est-ce que si tu quittes l'extérieur pour venir ici, tu peux déduire ça? Oui, oui, ça dépend. Est-ce que tu te rapproches parce que l'Agence du revenu du Canada, c'est clair, il précise que si tu te rapproches d'au moins 40 kilomètres de ton lieu de travail, les dépenses que tu as faites pour le déménagement sont déductibles. Hmm. OK? Déductible. Donc, ton revenu, tu réduis ce montant de ton revenu. Mhm. Il y a les dépenses aussi liées au travail. OK? Ceux qui travaillent de la maison, bon, avec le Covid, hein, le Oui. gouvernement a partagé amplement l'information. Mais il y a des gens qui ne le savaient pas, mais qui avaient ces dépenses-là, qui ne faisaient pas de déduction. OK? C'est c'est- 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 c'est important. Il y a les frais médicaux. Et les frais médicaux aussi sont déductibles. Quel genre de frais médicaux? Oh, pardon. Les frais médicaux sont des crédits d'impôt. Voilà, je Oui. précise, les frais médicaux sont des crédits d'impôt. Les frais médicaux, disons, les médicaments que tu payes, Ah oui. agent coutu, hein?
Et maintenant, les pharmacies, ils offrent des relevés. Okay? Donc, à la fin de l'année, tu peux aller voir ta pharmacie et puis dire oui, tu as besoin d'un relevé annuel au fin d'impôt. Donc, avec ta carte d'AMQ, il va rentrer l'information, il va te faire sortir tout ce que tu as payé comme médicament qui est Oh, ça, admissible à j'étais des pas fins au d'impôt. courant. Ça, j'étais pas du tout au courant. Tu Et ça, c'est vois? pour le Québec ou c'est dans le pays entier? Ah, tu as dit Ben, Canada, partout, donc les c'est frais médicaux partout. sont oui, sont des crédits d'impôt. Bon, les frais de scolarité, OK? Ça, il y a quand même beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Les frais de scolarité sont des crédits d'impôt. OK? Les intérêts qui sont payés sur les prêts étudiants, OK, sont des crédits d'impôt, il faut les déduire. Les contributions à des partis politiques sont des crédits d'impôt et aussi les dons. OK? Les dons que les gens y font, les dons de bienfaisance sont des crédits d'impôt, que ce soit bon, ceux qui vont à l'église, qui donnent la dîme, qui vont dans les mosquées et qui font la zakat. Hein. Essayez d'avoir des reçus parce que ce sont des crédits d'impôt. Donc, pour l'impôt que vous avez payé, vous pouvez utiliser ça pour réduire vos impôts. Quand même. Ouais. OK. Donc, et aussi, comme je le dis souvent, c'est l'organisation. Okay. Normalement, à chaque début d'année, vous devez avoir un dossier, que ce soit dans votre ordinateur, et tout ce qui est reçu, que vous avez, qui est en lien avec une déclaration d'impôt, vous le mettez. Okay? Que ce soit pour les célibataires et tout, vous le mettez, parce que c'est important. Il ne faut pas qu'à la fin de l'année, vous n'avez pas vos reçus, et puis bon, vous ne saviez pas, et alors que quand on va compter à gauche, à droite, vous avez des reçus de 250, 300, donc c'est des montants facilement que vous manquez. Ouais. Il y a aussi les montants, ça c'est un crédit, montant pour l'achat d'une première maison. Okay? Donc, tous ceux qui achètent une première maison, je crois que c'est 1300 et quelques okay, au niveau fédéral et provincial, une portion fédérale et une portion fédérale. Donc, ce sont des crédits d'impôt aussi qu'ils peuvent aller chercher. Quand tu dis que ceux qui... Je suis au courant du montant que tu peux retirer de ton REER pour acheter la maison, mais ça, il faut que tu le remettes. Mais quand tu dis que ceux qui veulent acheter une maison, genre, il y a un montant, il y a un crédit d'impôt relié à ça, c'est dans quel sens, en fait? Ceux qui ont acheté une première maison, Mhm. si tu as acheté ta première maison, tu es admissible à un crédit d'impôt au fédéral et au provincial. OK. Donc, on va passer au cas d'une famille avec les enfants. C'est là où ça devient intéressant. Et il y a un point aussi que j'ai pas parlé. Ça fait partie de l'optimisation fiscale sur le long terme. C'est l'investissement dans l'assurance vie. Très peu de personnes le savent, mais on peut investir dans son assurance vie. Et après le délai prescrit, ben, on peut retirer de l'argent à l'abri de l'impôt. Donc, pour ceux qui n'ont pas d'assurance vie permanente, je vous suggère d'en prendre quand vous êtes jeune parce que ça coûte moins cher et vous pourriez investir plus. Et là, arrivé à un certain âge avancé, ben, vous avez un bon coussin d'argent. Hein, c'est l'équivalent du CELI quand même. Et le CELI aussi, j'en ai pas parlé parce que on en parle beaucoup, ok? Mais beaucoup de gens n'investissent pas dans le CELI. Ouais. Alors que le CELI, ben, je te dirais que le CELI, c'est un paradis fiscal pour ceux qui savent bien l'utiliser. Si tu arrives à maximiser ton CELI chaque année dans de bons fonds, au bout d'une vingtaine, quinzaine d'années, ben, tu n'auras même pas besoin de ton fonds de retraite. Ça, c'est vrai. En plus, Ouais, j'ai fait des vidéos. J'ai fait une vidéo sur le CELI, une vidéo sur le REER. Donc, ceux qui ne sont pas familiers, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites. Mais il a tout à fait raison. Ouais. parfait. OK. Donc, le cas d'une famille, par exemple, moi et ma famille, la première des choses que je suggère à toute personne qui a une famille, c'est cotiser dans le REE de vos enfants. Très important. Commencez d'abord par ça. OK? Ouais. Ça, c'est la première des choses. Cotiser dans le REE de vos enfants. Parce que si vous le maximisez, vous avez des subventions qui vont jusqu'à 750 $ par enfant par année.
Et pour ceux qui n'ont pas de REE, vous pouvez me contacter. J'offre des produits de REE pour les enfants. Mhm. OK? Ensuite, pour quelqu'un qui a une famille, il y a aussi les REER. Vous pouvez investir dans les REER. Le REER, c'est déductible d'impôt. OK? Jusqu'au maximum qui vous est autorisé. Très important. Hein? Le REER, moi, je dis toujours que le REER, ça a un impact direct. Tu cotises dans ton REER, tu prends ton argent cash. OK? Et ceux qui n'ont pas de REER, vous pouvez me contacter aussi. J'offre des REER. Ensuite, il y a les frais de garde pour enfants. Ne l'oubliez pas. Okay? Il arrive souvent que les gens ils oublient. Mais les frais de... Oui, oui, oui. La garderie? Oui, les frais de garderie. Il arrive souvent que certains font leurs impôts et puis ils l'oublient. Pourtant, c'est déductible Ah, c'est d'impôt. déductible. Oh. Déductible. Ce n'est pas un crédit, hein, c'est déductible. Ah, mais quand OK? même, c'est quelque Oui. chose, ouais. Donc, tous ceux qui ont des enfants à la garderie, à la fin de l'année, réclamez votre relevé 24. OK? Vous pouvez réclamer votre relevé 24 auprès de la garderie et vous allez l'utiliser pour vos déclarations d'impôts. OK? Il y a aussi les frais de déménagement, hein, qu'on a dit pour les célibataires, ça s'applique à tout le monde. OK? Les frais médicaux aussi, ça s'applique à tout le monde, surtout ceux qui ont des enfants parce qu'il arrive souvent que vous achetez des médicaments. Si ces médicaments ne sont pas couverts par la RAMQ et que vous le payez et qu'ils sont admissibles, ben, sachez que ces médicaments que vous allez acheter, ben, ce sont des crédits d'impôt. OK? Au-delà de ça, j'ai parlé du CELI. Si vous pouviez, vous pouvez l'optimiser. Il y a aussi les cotisations annuelles pour les professionnels. Ceux qui sont dans les syndicats, automatiquement, ils le mettent dans le relevé 1 et le T4. Okay? Mhm. Mais ceux qui sont affiliés, par exemple, à des ordres comptables, à des ordres d'ingénieurs, ordres d'infirmiers et les autres ordres, normalement, l'ordre vous envoie un document à des fins d'impôt que vous pouvez utiliser pour déduire euh, pouvez l'utiliser. OK? Mais ça aussi, les célibataires peuvent faire ça, j'imagine. Tout le monde peut Tout le faire monde ça. peut faire ça, ouais. Voilà. C'est déductible d'impôt. Tout ce qui est cotisation annuelle professionnelle ou syndicale, c'est déductible d'impôt. OK? Donc, bon, ceux qui sont séparés, la pension qui est versée à un conjoint, OK? La pension, elle est déductible d'impôt. Même, Ça tu dis, aussi. attends, excuse-moi, tu as dit ceux qui sont séparés? Oui, pension alimentaire versée à un ex-conjoint. Ok. Parce que, mais Ouais. quand tu cotises aussi dans le REER de ton époux, ton épouse, ça aussi c'est déductible, n'est-ce pas? En fait, ça dépend. Hmm. Ça dépend jusqu'à ton maximum qui est autorisé. OK? Donc, tu peux cotiser dans celui de ton conjoint. Si lui n'a pas atteint son maximum, ben, lui il va l'utiliser. Il y a certains qui le font, ils cotisent dans ceux qui ont des revenus assez élevés, ils cotisent dans leur REER et ils cotisent dans le REER de leur conjoint. Ben, le conjoint qui va déduire dans son impôt. Comme ils font leur impôt ensemble, c'est une bonne optimisation fiscale. Donc, excuse-moi, donc, disons que moi j'ai ma limite. Je cotise Mhm. dans le REER de mon conjoint. Mon conjoint, euh, enfin, ok, si je cotise dans le REER de mon conjoint, c'est lui sa limite que ça impacte, pas la mienne, pas ma limite. Exact. Ah, ok, mais je profite toujours de la déduction d'impôt. Non, C'est toi, lui tu as qui atteint ta profite. limite. Ah, Tu as atteint ta limite. ah, ok, donc c'est juste, ok, donc on peut cotiser dans le REER de son conjoint uniquement quand on a atteint sa limite. Non, tu peux le cotiser même si tu n'as pas atteint ta limite. Donc, ok, disons que j'ai pas atteint ma limite et je décide de cotiser dans son REER. Mais c'est moi qui vais bénéficier de la déduction d'impôt, pas lui. Si tu cotises dans son REER, c'est lui qui bénéficie. Mais il y a quel avantage alors pour moi à cotiser si je ne bénéficie pas de la déduction, en fait? En fait, vous faites votre déclaration conjointement. C'est pas séparé quand vous êtes mariés. Non, faites une déclaration conjointe. Et ça dépend des paliers de revenus parce que plus tu es imposé, plus tu as un revenu élevé, plus tu es imposé. Donc, supposons que quelqu'un qui fait un revenu de 120 000, il ne sera pas imposé de la même façon que quelqu'un qui a un revenu de 40 000. Hmm. Ok? Donc, quelqu'un qui a un revenu de 120 000,
a cotisé au maximum dans son REER, mais il a encore une marge. Il peut aller cotiser dans le REER de son conjoint. Ce qui va arriver, c'est que comme son conjoint a un revenu qui est bas, ben, son conjoint va avoir un meilleur retour d'impôt. Donc, lui, il va payer, mais son conjoint va récupérer. Mais est-ce que Donc, c'est valable pour les conjoints de fait? oui, ici au Québec, quand on dit conjoint, c'est quoi? Dès le moment que tu restes pendant plus de 6 mois dans une même adresse avec ton conjoint ou ton chum, vous êtes considérés comme des conjoints de fait. Donc, c'est ça. Au fin fiscal, là, fiscalement, on vous dit que vous êtes considérés comme des conjoints de fait. Mais attends, ok, les conjoints de fait, dans le fond, j'ai l'impression, après, je sais pas, tu me corrigeras, hein, j'ai l'impression qu'ils jouissent des mêmes bénéfices, des mêmes avantages qu'un couple marié, en fait. Fiscalement, oui, mais légalement, non. Ok, ok. Donc, c'est ça, je continue. Il y a les activités physiques et culturelles pour enfants. Ça, c'est très important, OK? Parce qu'il y a certains parents qui oublient de garder les reçus. Que ce soit tout ce qui est sport, natation, karaté, football, cours de musique, cours de danse, tout ce que vous faites pour vos enfants, gardez les reçus. euh, Gardez les reçus. C'est très important. Je dis toujours, début de l'année, vous créez un dossier impôts. Tous vos reçus, vous allez mettre dedans. Tous vos reçus, vous allez mettre dedans. Quand il est temps de faire ces impôts, vous faites sortir ça, vous allez donner à votre comptable. Si vous tombez sur quelqu'un qui est comme moi, qui est organisé, vous venez me remettre ça là, je suis tellement content. Votre déclaration d'impôt, là, ça ne va même pas prendre du temps. Du temps, oui, c'est vrai, j'avoue. C'est une bonne idée, d'ailleurs, que c'est bien que tu le mentionnes. Exact. Ah, Voilà. excuse-moi, quand tu as fini, je vais poser ma question. OK. Donc, vas-y, pose la question. Moi, c'était par rapport aux gens qui sont résidents au Canadien, mais qui ne vivent plus au Canada. Comment ça se passe pour eux en termes d'impôts? Tout d'abord, il faut que la personne soit, est-ce que la personne, elle est résident fiscal? Oui. Euh, la définition, elle est assez vaste. OK? Elle est assez vaste. Cependant, quelqu'un peut travailler à l'étranger et garder une adresse au Canada, avoir des comptes bancaires au Canada et être déclaré résident fiscal. Mhm. Donc, cette personne, elle peut cotiser à son REER, OK? Et cette personne doit déclarer ses revenus. Cependant, lors de la déclaration de revenus, ses revenus seront considérés comme des revenus étrangers parce qu'elle n'est pas sur le territoire canadien. OK? L'imposition est différente. Pardon? L'imposition est différente dans ce cas. Oui, l'imposition est différente parce que la personne paye déjà de l'impôt à l'extérieur. Or, le Canada ne fait pas de la double imposition. OK? J'ai des clients qui sont au pays, au Burkina. Donc, quand je fais leur déclaration d'impôt, les, les déclarations qu'ils ont eu à payer, les UTS, Caisse nationale de sécurité sociale, l'impôt, ben, c'est de l'impôt qu'ils ont déjà payé. Donc, quand on fait leur déclaration d'impôt, ben, l'impôt qu'ils ont payé, on ne peut pas leur imposer encore dessus. Mhm. Ça, Voilà. c'est une Donc, bonne c'est nouvelle. basé vraiment sur le palier, le revenu de la personne et son palier d'imposition. Mais si vous avez déjà payé de l'impôt à l'extérieur, ces impôts seront déjà comptés comme de l'impôt payé. Le dernier point, Mhm. j'offre de l'éducation financière. Oui, OK? oui, je l'avais mentionné. Et ça, j'adore. J'adore l'éducation financière. Pourquoi? Parce que on n'est pas éduqué financièrement. On nous apprend comment travailler pour avoir de l'argent, mais on ne nous apprend jamais comment gérer notre argent. Ça, c'est vrai. Alors que c'est ça la clé de la réussite dans vos projets, la gestion de l'argent. Et je le répète souvent, quelqu'un qui gagne 100 000 et qui économise seulement 5 000, comparé à quelqu'un qui gagne 50 000 et qui économise 10 000, en 5 ans, la réalisation de projet ne sera pas la même. Donc, j'éduque les gens financièrement. Je leur donne des ressources, des moyens pour comment d'abord établir un budget, comment suivre son budget, comment bien gérer ses dépenses, comment économiser pour atteindre leurs objectifs. Donc, c'est vraiment basé sur les objectifs.
et je fais de l'accompagnement au niveau de l'investissement parce que j'offre des placements, que ce soit enregistrés comme le CELI, le REER et des placements non enregistrés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent leur argent, qui vont mettre dans des REER et qui ne regardent même pas c'est dans quel fonds ils investissent. C'est vrai. Ouais. Certains vont mettre leur argent dans des comptes épargne ou dans des CPG qui donnent 3%, alors que l'inflation est Ça, c'est 8%. maintenant, hein. Ça, c'est maintenant parce qu'avant l'inflation, les taux Non, d'intérêt mais c'est ça, c'était minable. C'était des, 0,5%, des des CPG trucs qui comme vont ça. mettre leur argent Ouais. dans des comptes d'épargne ou CPG à 3%, 4%, alors que l'inflation est à 8%. 8%. Donc, tu vois, il y a des gens qui ne comprennent pas taux d'intérêt versus inflation. En fait, la différence, c'est quoi? L'inflation, c'est l'augmentation du coût de la vie. Ça veut dire que le taux d'intérêt que votre placement a, s'il est en dessous de l'inflation, vous vous appauvrissez. 100 $ que vous aviez l'année passée, c'est 100 $, ce que ça achetait l'année passée, vous ne pouvez pas acheter les mêmes biens cette année à cause de l'inflation. Donc, si l'inflation est passée à 8% et votre euh, placement est passé à 3, et le taux est de 3%, donc vous vous appauvrissez. Et c'est ce que j'amène les gens à comprendre. Okay? Donc, basé aussi sur le profit de l'investisseur de la personne, je lui suggère des fonds parce que nous allons directement investir dans les fonds d'investissement. Okay? Et je le dis toujours, nous allons investir dans les fonds d'investissement. Donc, on offre le gâteau au complet aux clients plutôt que d'aller vers certaines structures financières qui investissent aussi dans les mêmes fonds que nous et qui va vous donner des miettes. Aussi, il y a au niveau de la gestion de la dette. Okay? J'offre des services de gestion de la dette parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent, ben, ils ne sont pas éduqués financièrement. On leur donne des cartes de crédit à des taux de 29%. Et comme ils ne sont pas éduqués financièrement, ils ne savent pas gérer la dette. Donc, ils dépensent la carte de crédit, ils dépensent à un moment donné, c'est fou. Et ils se retrouvent à payer des intérêts. Ouais. Payer des intérêts. Okay? Donc, on éduque ces gens-là à savoir comment bien gérer leur carte de crédit pour avoir une bonne cote de crédit. Parce que la cote de crédit, c'est l'équivalent de votre NAS chez le banquier. Quand vous allez pour prêter l'argent, demander un prêt à la banque, on consulte votre dossier de crédit. S'il est bon, ça veut dire que peut vous prêter de l'argent. S'il n'est pas bon, ça veut dire qu'on ne peut pas vous prêter de l'argent. Okay? Donc, on aide les clients à bien gérer leur dette et tout. Et j'aide aussi mes clients à avoir un fonds d'urgence. Très important. On parle d'autour de 2 tiers des Canadiens qui n'ont pas de fonds d'urgence. Beaucoup. Et le fonds d'urgence est très important parce que le fonds d'urgence, comme son nom l'indique, permet de pallier en cas de perte d'emploi. Okay? Le fonds d'urgence, c'est quoi? C'est un fonds qui représente de 3 à 6 mois tes revenus. Okay? Tes revenus de 3 à 6 mois. Okay? Pour couvrir tes dépenses en cas de perte d'emploi, okay? En cas de maladie, en cas d'imprévu, par exemple, bon, hein, on est tous On des... peut tomber malade. On peut tomber malade ou on t'appelle, on te dit, Et voilà, bon, il y a eu un décès au pays, il faut rentrer. c'est ça. Donc, plutôt que de passer les dépenses sur ta carte de crédit, ben, même si tu passes sur ta carte de crédit, tu utilises ton fonds d'urgence et puis tu rembourses. Donc, le fonds d'urgence, son importance, c'est qu'il évite aux gens de s'endetter. Alors que l'endettement a un coût. Et le coût de l'endettement, c'est quoi? Ce sont les intérêts que vous Ouais. payez. Ouais. Alors que si vous avez un fonds d'urgence, ces intérêts-là, qu'est-ce que vous faites? Vous les gardez dans votre poche. Okay? Donc, on éduque les gens pour avoir un fonds d'urgence et aussi on éduque les gens à se protéger adéquatement. Okay? Et je le dis souvent, tous ceux qui vivent au Canada et puis qui ont leur papier également, ils ont déjà 2 protections qui leur sont offertes. La première des protections, c'est l'assurance maladie De la province. de la province.
Quand vous êtes malade, on vous soigne gratuitement. Le deuxième, c'est l'assurance emploi. Tous ceux qui travaillent peuvent regarder sur leur talon de paye. Il y a une ligne assurance emploi. Il y a une déduction qui est faite de la paye pour l'assurance. Exact. Donc, L'assurance emploi même là, il faut que tu aies perdu l'emploi et c'est pas ta faute. Genre, exact. c'est ça. Et Sinon, tu peux pas aussi, toucher l'assurance emploi, hein. et il y a un maximum. Maximum, Tu fais le maximum que tu peux prendre. exact. Un maximum que tu peux prendre jusqu'à un maximum de 59 000, je crois, si je ne me trompe pas. OK? Donc, au moins, on a ces deux protections-là qui nous protègent. OK? Ça veut dire que le gouvernement vous protège doublement. OK? Mais est-ce que vous-même vous protégez? OK? Et ça, c'est important. Et je dis aux gens, vous devez être votre propre intérêt assurable. Parce que, au cas où, supposons que vous devenez invalide et vous avez une famille, comment vous allez subvenir aux besoins de votre famille? Et surtout quand vous avez une famille là, c'est très, très important de s'assurer d'avoir les assurances, enfin, le fonds d'urgence, comme tu as dit, à assurer vraiment que les finances sont solides, quoi. Parce que ça n'est Exact. plus de toi seul, il y a d'autres personnes aussi qui, quelque part, dépendent de toi. Exact. Donc, c'est compliqué, ouais. Et c'est très important. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Mhm. Donc, et on ne le souhaite pas aussi au cas où quelque chose vous arrive. Hein, on l'a vu récemment, il y a eu des décès au sein de la communauté où les membres, ceux qui sont décédés, n'avaient pas d'assurance vie. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle à faire des GoFundMe et pourtant, il y a des assurances qui ne coûtent même pas plus de 20 $ par an. Mhm. Des assurances vie temporaires, Mhm. basées sur la survie. Même à travers le boulot. À travers le Exact. travail régulier, ils offrent les assurances et tout. Moi, je sais qu'à mon Mhm. travail, je suis couverte à travers mon travail, puis je sais que normalement, à travers le boulot, hein, vous pouvez être couvert. Mais Mhm. comme moi, je suis seule, la couverture me suffit. Mais si tu as une famille, la couverture du boulot ne va pas probablement te suffire, en fait. Il faut que tu ailles justement aller acheter de l'assurance supplémentaire parce que tu as une Exact. famille. Ouais. Exact. Donc, en gros, c'est vraiment de l'éducation financière. Amener les gens à comprendre les concepts financiers, à savoir où ils peuvent mieux investir leur argent, comment planifier la retraite, parce que on voit souvent la retraite à loin, mais c'est quelque chose de proche. Et Ah, ouais, ouais. Le temps passe vite. c'est ça, comme on le dit souvent, on parle de un retraité sur trois, arrivé à la retraite, ben, il n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Donc, il est obligé de retourner au travail. Et, on voit souvent hein, de vieilles personnes travailler dans les McDo, travailler quelque part. C'est parce que leur revenu de retraite ne leur convient pas, c'est pas assez, c'est pour ça qu'ils retournent travailler. Donc, c'est important de bien planifier la retraite, d'investir dans son REER et en fonction de sa situation, de sa stratégie, de ton plan, euh, de planifier ça. Donc, j'ai fait le tour. Je ne sais pas si tu as des questions pour moi. Euh, non, non, vraiment, tu as, tu as donné une information très complète. J'aurais pas pu être plus d'accord par rapport à tout ce que tu as dit. Donc, non, j'ai vraiment pas de questions. Ouais. Parfait. Donc, si ceux qui nous écoutent, ils ont des questions, des suggestions, ben, n'hésitez pas à me contacter. Hein, ça me fera un plaisir de répondre à vos questions. J'ai essayé de te retrouver sur LinkedIn aujourd'hui, mais je t'ai pas trouvé. Ah bon? Est-ce que ton profil a disparu? Parce que je me suis demandé si tu avais supprimé ton profil ou... J'ai vraiment Non. tapé Ismaël Aziz Dabouné, mais pour une certaine raison. Ou c'est peut-être mon... Je sais pas, mais ton LinkedIn est toujours actif. Oui, Oui, il est... le OK. LinkedIn est toujours fonctionnel. Je vais réessayer encore. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... parce que souvent, LinkedIn bug aussi, hein. Mhm. Je vais réessayer, voir. Et puis, ouais, ouais. En tout Parfait. cas, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu es un homme très occupé, donc merci pour toutes les informations que tu nous as données. C'est ça. Ouais. Merci au plaisir et merci à toi pour la tribune. Ça fait plaisir. Excellente soirée. Merci toi aussi. Et puis, on reste en contact. Parfait, on maintient. On maintient. Bye. Bye.